Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors comme moi, vous avez sûrement vécu la pire moisson de votre vie. Et pour essayer de répondre à vos questions, j'ai le plaisir de recevoir donc deux experts de chez Arvalis. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, donc Élodie Gagliardi. Et Thierry Denis, bonjour. Donc, nous sommes tous les deux régionaux à Arvalis pour la grande région Hauts-de-France. Et nous sommes venus essayer d'apporter des éléments d'explication pour ces rendements très décevants par rapport à l'année. D'accord. Donc on va plutôt se cantonner à parler de votre secteur, donc qui est les Hauts-de-France, même si on va retrouver des généralités sûrement sur toute la France. Alors avant toute chose, on peut aussi repositionner le contexte 2016, qui est une année jamais vue en termes de résultats de rendement. On est sur une moyenne Nord-Pas-de-Calais et Picardie qui tourne autour de 55-65 quintaux, avec des minimums très bas qui descendent en dessous les 30 quintaux, voire moins. Et des maximums qui atteignent difficilement les 70-75 quintaux, avec tout de même un gradient quand même important entre la bordure maritime, où on a des résultats qui peuvent atteindre les 80, 85, voire 90 quintaux, et puis l'intérieur des terres. Et on va voir dans le déroulé de l'exposé que la pluie est un élément d'explication assez important. D'accord, donc au niveau du potentiel, on avait un bon potentiel en début de saison a priori. Tout a débuté très correctement, les implantations se sont faites en bonnes conditions à l'automne. L'automne a été assez doux, c'est surtout les mois de décembre-janvier qui ont été très doux. On relève aucune journée de gel quasiment. Donc on a un très fort développement des cultures, des très fortes biomasses, un très fort talage sorti d'hiver. Et donc aussi, on peut dire quand même que c'est favorable aussi au blé, mais aussi à une pression maladie initiale assez importante. Pression maladie, on a pu parler aussi de pucerons pendant un moment, qui ont généré quelques dégâts de jaunisse nanisante, de JNO, donc des parcelles qui ont pu être touchées aussi, donc liées à cette absence d'hiver, finalement aucun jour de gel pendant tout l'hiver. Donc on souligne que l'année 2016 est l'une des années les plus douces en cumul de température depuis l'automne jusqu'à la sortie d'hiver, et se place à peu près sur l'année 2007 qui, on s'en souvient, avait été également un automne très doux. Donc un hiver relativement doux, par contre on a eu un printemps relativement humide et je suppose que ça a aidé à l'amélioration du potentiel du blé. Oui, effectivement, donc la montaison s'est faite dans des conditions qui se sont rafraîchies à partir du mois de mars. Les cultures ont ralenti et c'était finalement un bien aussi, également. Et ça a permis un très bon développement avec des pluies régulières qui ont permis tout au long du printemps d'absorber régulièrement de l'azote et d'arriver, comme on l'a dit, à une biomasse très importante. Mais en parallèle de ça, ça a aussi amené des très fortes contaminations de maladies, en particulier de septoriose. Et on va le voir qui s'est poursuivi jusqu'à la floraison et également d'une très forte pression fusariose. Donc on partait sur un potentiel élevé avec un risque élevé aussi en maladie, ce qui arrive de temps en temps mais qu'on arrive à maîtriser globalement correctement. Par contre, qu'est-ce qui a fait que par la suite on est arrivé à un décrochage ? Bien, fin mai, début juin, il y a eu un accident climatique extrême, donc on l'a tous vu à la télé, il y a eu des inondations dans le centre de la France et le nord a également été touché. Il s'est abattu en quelques jours l'équivalent d'un mois de pluie, qui coïncidait également avec des très faibles rayonnements pendant la phase très sensible où le blé fleurit en fait, et donc c'est cette période où on a la fécondation des grains. Donc on a un nombre de grains qui est réduit. Et ensuite, le peu de grains présents a été très mal rempli. Donc on l'explique du fait de cet excès d'eau de fin de cycle très marqué sur le mois de juin, donc principalement, qui a été également plus pénalisant dans les sols profonds, avec des phénomènes d'anoxie racinaire également plus marqués. Des blés qui transfèrent très mal les réserves des feuilles vers le grain, donc très mauvais transfert de tout ce qu'on avait accumulé de bien jusque là, donc très mauvais transfert. Donc c'est un effet direct parce que les blés n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau, mais c'est aussi un effet indirect par les maladies qui ont continué de se développer, et septoriose, les fusarioses qui se sont installées aussi dessus. Et donc tout ça fait que les grains sont effectivement très mal remplis, donc au niveau des PMG, des impacts extrêmement importants à la fin. Si on fait le calcul rapidement, rien qu'avec la pluie, vous êtes à 15-20% de grains en moins et 15-20% de PMG en moins.
Donc au total, ça commence à faire beaucoup juste pour de la pluie, quoi. Donc à noter que jusqu'à floraison, le potentiel était là pour aller chercher les 100 quintaux habituels qu'on peut atteindre dans la région, on va dire en moyenne. Que l'itinéraire technique était justifié, donc la protection des cultures face à une très forte nuisibilité maladie, la gestion de l'azote qui était également justifiée par rapport au contexte de potentiel important. Bon potentiel, ouais. Et on notera qu'hélas, et on comprend les énormes déceptions, que tout s'est dégradé finalement en un mois, sur le mois de juin, là où on a finalement plus de marge de manœuvre et là où c'est le climat qui pèse énormément pour expliquer cette campagne 2016. Alors je comprends bien maintenant qu'il y a eu un phénomène, j'allais dire anormal. Par contre, comment on peut expliquer les différences qu'il peut y avoir entre deux parcelles? Toutes les parcelles ne sont pas forcément au même stade au moment de cet épisode dramatique dont on a parlé. Donc on a forcément des impacts qui peuvent être différents en fonction des précocités des variétés, des dates de semis. Et donc on peut relativement souvent rencontrer des gens qui ont semé un peu plus tard et qui ont fait en tout cas des bien meilleurs rendements. Donc des différences de stades, une concomitance entre des stades et un événement climatique assez grave, et parfois même au niveau de la même parcelle. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai constaté. Moi, j'ai vu dans une même parcelle, c'est deux épis où on voit un où des grains sont relativement remplis et l'autre où ils sont relativement chétifs, mais en plus, on a l'impression qu'il y a plus de maladies sur celle-ci. Alors que là, c'est la même variété, le même stade. Alors qu'est-ce qui explique dans cette parcelle-là la différence? Et tous les épis n'ont pas non plus sont pas au même stade pile poil au moment dans une même parcelle. Hein. On parle du stade des piaisons, floraison, mais en gros ça se déroule sur quelques jours, voire une semaine. Donc tous vos épis sont pas tout à fait au même stade et sont pas forcément soumis aux mêmes accidents. Et puis après, dans une même parcelle, il peut y avoir un petit excès d'eau dans un coin, et puis à quelques mètres de différence, le sol un petit peu plus filtrant qui a évité cet excès d'eau. Donc forcément des épis qui n'ont pas tout à fait la même tête, et sur l'épi qui est le plus noir, là vous pouvez quand même constater, il y a aussi des champignons saprophytes qui se sont développés. Alors saprophyte, ça veut dire qu'ils se développent plus facilement lorsque l'épi est un peu en souffrance. Et donc entre une plante qui est déjà un peu plus saine et une plante qui a déjà un peu plus de mal à se développer, des impacts complètement différents en termes de développement. Et donc tous ces champignons vont aussi handicaper finalement la suite du remplissage, et ça crée des extrêmes pas possibles entre des épis qui sont parfois à quelques dizaines de centimètres. Ici sur le visuel présenté, on voit des résultats d'épis un peu différents. Est-ce que vous pouvez me les expliquer? Là, ça résume bien la catastrophe de 2016. Donc ça montre bien qu'à l'intérieur de ces épis qui étaient touchés par la maladie visuellement, on voit les défauts de fécondation. Donc on voit les petits grains qui n'ont pas été fécondés, donc qui ont avorté. Voire beaucoup ont disparu, et puis le peu qui ont été fécondés ont abouti à des grains qui se sont remplis très très difficilement. Donc on voit des grains tout petits, et lorsqu'on fait le tri sur le dernier visuel, on voit qu'au final il en reste très peu et ils sont assez mal remplis. Comment donc on peut conclure un peu le bilan de cette année au niveau des résultats? Jusqu'à fin mai, tout allait bien, bon potentiel, et là on a un événement climatique exceptionnel sur lesquels on ne peut pas trop agir, et qui a fait effectivement de grosses pertes de rendement. Donc au travers de la fertilité, on l'a dit, au travers du PMG, et donc aboutir à des rendements qui sont de l'ordre de 30 à 40% de moins que ce qu'on a pu rencontrer ces dernières années. Année extrême, résultat extrême, j'allais dire. Et est-ce qu'il faut modifier nos pratiques pour autant? Alors on a essayé de montrer que la conduite des cultures était justifiée, cette campagne. Donc tout n'est pas acheté à la poubelle, bien évidemment. Et c'est vrai que la leçon peut-être de cette année sera d'essayer de réduire les risques en diversifiant sa plage de semis, sa plage d'implantation, ses précocités variétales, qui, on l'a vu cette année, ont pu permettre à certaines situations d'échapper par des phénomènes d'évitement physiologique aux extrêmes climatiques qu'on ne maîtrise pas. Donc, on peut le voir cette année finalement, si on parle de variétés, les variétés les plus tardives étaient un peu plus avantagées cette année, alors que l'année dernière c'était plutôt les précoces qui étaient avantagées.
Donc au total, on comprend bien qu'il faut toujours garder une certaine variabilité, une variété, des variétés précoces, des variétés tardives, et essayer d'extrémiser. C'est toujours facile à dire, mais essayer d'extrémiser les dates de semis par rapport au risque maladie, par rapport à des risques climatiques qui finalement s'intensifient d'année en année. On voit bien que c'est la variabilité qui va faire qu'on va pouvoir s'en sortir un peu plus facilement. Il me restait quelques questions à vous poser pour répondre aux questions des auditeurs, si je peux vous les faire. Moi, j'avais déjà une première remarque. Il y a des écarts assez importants entre les différentes variétés. Est-ce que cette année est fiable, j'allais dire, au niveau du choix des variétés, ou est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte ? Alors c'est vrai que cette année, on a vu, il y a énormément d'éléments d'explication qui peuvent être à l'origine d'une forte variabilité dans les essais. Donc certains sites vont être plutôt favorisés pour les tardifs, d'autres plutôt pour les précoces. Certains sont touchés plus par de la fusariose. Donc en fait le classement variétal... De l'averse, hein. Tout à fait, de l'averse, de la septoriose. Donc le classement variétal est très dépendant en fait du site. Et on a finalement une forte variation de la réponse. Avec des extrêmes. Donc pas une année à prendre en compte au niveau du choix de la variété. En tout cas, à prendre avec des pincettes, hein, effectivement. Donc pas forcément éjecter des variétés, certaines variétés qui ont déçu cette année, bien replacer tout en pluriannuel, parce que c'est bien sur du pluriannuel qu'on va juger ces variétés. Effectivement, si elles étaient mauvaises aussi l'année dernière, qui étaient à l'opposé, on va les enlever. Mais si c'est juste cette année, une année un peu exceptionnelle, faut être prudent. Voilà, donc il faut bien regarder finalement les préconisations sur plusieurs années. C'est la régularité d'une variété qui va être prioritaire dans son choix, dans son assolement. Essayer de réserver les nouveautés pour un pourcentage plus petit dans l'exploitation, et réserver, on va dire, la place pour les variétés confirmées depuis de nombreuses années. Donc toujours implanter plusieurs variétés et ne pas forcément prendre en compte, cette année est à mettre entre parenthèses pour les résultats pour certaines variétés. Oui, tout à fait. Ok. Autre question, j'ai Passion Agri 80 qui me dit, est-ce qu'un traitement après les intempéries aurait été utile ? Au niveau des traitements, effectivement, les maladies se sont développées relativement tardivement, hein, donc c'était pas forcément au tout début que c'était utile. Donc mais on a vu que le poids du traitement à dernière feuille, mais le traitement à floraison était excessivement important. Mais on a pu se poser des questions, effectivement, par la suite. On avait quelques essais comme ça par la suite, où on faisait des traitements limite mi-juin, fin juin, pour voir si on pouvait récupérer aussi quelques quintaux là-dessus. Et les quelques essais qu'on avait montrent qu'on récupérait 2-3 quintaux. Donc vous voyez, il y avait 2-3 quintaux, rien à voir avec les 30 ou 40 qu'on a perdus avec la pluie, quoi. Donc ça pouvait aider, mais ça n'aurait pas sauvé en tout cas. Et pour compléter, c'est vrai que le gros de la nuisibilité s'est joué sur, on va dire, au moment de la sortie de la dernière feuille, avec des pressions septorioses importantes, et surtout au moment aussi de la floraison, avec beaucoup de pluie et des contaminations exceptionnelles de fusariose. Autre question, est-ce que faire plus de fongicides mais à demi-dose aurait été utile aussi cette année ? Pas forcément, c'est plus de fongicides, oui, mais vous avez bien vu, c'est vraiment plus une question de stade et de pression. On a une pression qui s'est développée plutôt tardivement, donc on pouvait effectivement fractionner, c'est tout à fait possible, faire plus de traitements, mais plus vers la fin, et donc intensifier un peu plus vers la fin pour protéger ce qu'on pouvait. Donc c'est plus le placement du fongicide que la quantité réellement qui a été faite. Non, c'est plus la quantité que le placement. D'accord. Et ce qui ressort cette année, c'est effectivement l'importance du positionnement des produits et des relais de réintervention, puisque l'année, la pression a été constante et tout au long du cycle jusqu'à la fin. Puis il faut encore souligner, fallait-il pouvoir intervenir. Oui, tout à fait. Alors j'ai une autre question que j'ai synthétisée un petit peu. Dans une même parcelle avec une même variété mais avec un précédent différent, alors qu'on a eu une implantation à 2 jours d'intervalle, on peut avoir des résultats de 90 à 65 quintaux. Comment, avec un précédent pomme de terre par exemple, on peut avoir moins de rendement qu'avec un précédent betterave cette année ? Ça, c'est des choses qu'on a pu voir, hein. Donc tout ce qui est précédent riche ou parcelle riche en matière organique, donc qui fournit très fortement au début, comme on a vu aussi dans quelques essais azote
En mettant énormément d'azote plutôt au début, en début de cycle, effectivement, toutes ces parcelles les plus riches ont fait beaucoup plus de biomasse et sont plus sensibles derrière à un accident climatique. Alors ça peut être de l'échaudage certaines années, mais cette année c'était de l'excès d'eau. Donc toutes ces parcelles très riches finalement décrochent plus. Donc des bons précédents ou des très forts reliquats ont abouti à une absorption précoce d'azote beaucoup plus importante et qui a pu pénaliser un peu plus, quoi. Donc effectivement ça peut expliquer ce genre d'écart, comme on voit bien que dans des bons limons profonds finalement ça a décroché peut-être un peu plus que dans des petites terres superficielles où l'eau a filtré plus facilement. Une dernière question, en agriculture bio on a remarqué des écarts un peu plus faibles qu'en conventionnel, est-ce que on peut l'expliquer? Alors cette année a été pénalisante, quel que soit finalement le système. Les conditions climatiques ont été défavorables, que ce soit sur une parcelle en bio ou en conventionnel. Maintenant, on peut peut-être penser que l'écart est peut-être réduit entre les deux si les implantations sont par exemple plus tardives en système bio, ce qui est habituellement le cas, du fait du phénomène d'évitement des accidents qu'on a rencontrés pendant la floraison. C'est peut-être une piste. C'est vrai que l'année dernière, probablement que l'écart entre le bio et le conventionnel était plus important que cette année. Cette année, effectivement, l'écart est plus réduit entre certaines parcelles. De là à pousser l'un système plutôt qu'un autre, on voit bien que finalement tous ces deux systèmes finalement ont été soumis aux mêmes accidents climatiques. D'accord, donc l'écart est plus dû en fonction de la date d'épiaison et donc du moment où il a subi les intempéries, qu'en réalité le système lui-même avec l'apport d'azote ou les traitements, quoi. Et puis peut-être un peu des variétés peut-être globalement un peu plus tolérantes aussi, donc c'est pour ça que ça peut réduire un petit peu les écarts finalement cette année. Bon, merci pour toutes ces réponses à chaud, j'allais dire, juste en fin de saison. Alors j'espère que vous aussi, comme moi, vous avez un peu mieux compris la saison qu'on a pu avoir. Et puis, je vous dis sûrement à bientôt, peut-être pour des conclusions un peu plus poussées, qui pourront nous permettre encore de mieux comprendre ce qui s'est passé. Merci également, et c'est sûr qu'on va certainement apprendre encore beaucoup de choses cette année. On va travailler tous les résultats et on aura d'autres éléments complémentaires. Donc je suppose qu'on pourra se rapprocher de vous pour avoir d'autres renseignements au niveau du site Arvalis éventuellement. Je vous mets les coordonnées ici en dessous. Et puis de vous contacter soit directement, soit par l'intermédiaire de votre COP ou de votre négoce. Ouais, pour relayer tout ça, ouais, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.